L'Inde est aujourd'hui l'un des pays les plus riches et les plus puissants du monde, une nation qui connaît une croissance impressionnante dans la technologie, l'industrie et l'économie. Pourtant, derrière cette apparence de puissance et de modernité se cache une réalité beaucoup plus difficile à imaginer. Dans certaines rues, l'insalubrité, la pauvreté et les conditions de vie précaires font encore partie du quotidien de millions de personnes. Des gratte-ciel modernes côtoient parfois des quartiers extrêmement pauvres, tandis que les technologies les plus avancées coexistent avec des problèmes d'assainissement persistants. Et dans les rues, certaines scènes, notamment autour de la nourriture, peuvent particulièrement surprendre. Mais ces contrastes ne s'arrêtent pas là. Inégalité sociale, pauvreté, bidonville, traditions et conditions de vie difficiles révèlent une autre facette de cette immense nation. Alors, comment un pays capable de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales peut-il encore connaître de telles contradictions ? Abonnez-vous à Orion Doc pour plus de documentaires immersifs, car nous allons dépasser les apparences pour découvrir une Inde que les images touristiques montrent rarement. Pour comprendre l'Inde, il faut commencer là où rien ne peut être caché, dans ses rues. Dans les grandes villes comme Delhi, Mumbai ou Kolkata, quelques minutes suffisent pour comprendre que tout semble s'y mélanger en permanence. Voitures, motos, bus, rickshaws, vélos et piétons se partagent des routes saturées, tandis que les klaxons résonnent presque sans interruption. Pour un visiteur qui découvre ce spectacle, le choc peut être immédiat. Ici, la circulation fait partie du quotidien, et chaque espace disponible semble occupé par un véhicule, un vendeur ou un passant. Au milieu de cette agitation, un détail intrigue souvent les étrangers, les vaches. Elles peuvent se déplacer librement dans certaines rues et traverser la circulation au milieu des véhicules, rappelant à quel point les traditions religieuses restent ancrées dans la vie quotidienne. Mais ce qui marque le plus, ce n'est pas le bruit ou la circulation. C'est la densité humaine. Dans certaines zones urbaines, des milliers de personnes vivent, travaillent et se déplacent dans des espaces extrêmement restreints. Les marchés débordent sur les trottoirs, les commerces occupent parfois presque chaque centimètre disponible et les rues deviennent de véritables lieux de vie. À cela s'ajoute la pollution, émissions des véhicules, activités industrielles, poussière, autant de sources qui dégradent fortement la qualité de l'air, au point qu'un épais brouillard peut recouvrir les villes à certaines périodes de l'année. Et lorsqu'on regarde ces rues de plus près, un autre décalage apparaît. À quelques centaines de mètres d'un centre commercial flambant neuf, on retrouve des quartiers où l'eau, les déchets et l'assainissement restent de véritables problèmes. C'est l'une des premières choses à comprendre sur l'Inde. La modernité et la précarité ne sont pas toujours séparées par des kilomètres, mais parfois par quelques mètres seulement. Et derrière cette vie urbaine intense se trouve une question encore plus sensible. Comment des centaines de millions de personnes parviennent-elles à vivre dans un environnement où même se nourrir dans de bonnes conditions reste un défi ? C'est justement dans les marchés et les petites échoppes de rue que notre voyage prend une tournure plus surprenante. Car en Inde, manger dans la rue n'est pas qu'une expérience culinaire, c'est parfois une véritable plongée dans les réalités sociales du pays. En Inde, la nourriture fait partie de la culture et de l'identité. Dans presque toutes les grandes villes, les rues sont animées par des vendeurs qui proposent samoussas, beignets, curry ou nouilles, préparés sous les yeux des passants. Pour beaucoup de visiteurs, cette cuisine de rue est l'une des meilleures façons de découvrir le pays. Mais derrière cette image appétissante se cache une facette moins séduisante. Dans certaines échoppes, les aliments restent exposés à l'air libre pendant des heures, à proximité de la poussière ou des déchets. Les ustensiles sont réutilisés rapidement, l'eau de nettoyage n'est pas toujours propre, et un vendeur peut préparer la nourriture, toucher de l'argent, puis reprendre immédiatement la préparation sans les conditions d'hygiène d'un restaurant moderne. Et pourtant, ces échoppes attirent chaque jour des centaines de personnes. Pourquoi ? Parce que cette nourriture est accessible, bon marché et profondément ancrée dans la vie sociale. Pour une grande partie de la population, manger dans la rue n'est pas une activité exceptionnelle réservée aux touristes, c'est simplement une manière normale de se nourrir. Pour les visiteurs étrangers en revanche, le changement d'environnement peut être brutal, provoquant ce que l'on appelle communément la diarrhée du voyageur. Il serait toutefois injuste de réduire toute la cuisine de rue indienne à l'insalubrité. De nombreux établissements respectent parfaitement les règles d'hygiène. Le vrai problème, c'est l'énorme diversité des conditions sanitaires, qui varient d'un vendeur à l'autre. Car derrière chaque échoppe se trouve l'accès à l'eau potable,
la gestion des déchets et les conditions économiques dans lesquelles chacun travaille. Autrement dit, une assiette vendue quelques roupies raconte une histoire bien plus grande, celle des inégalités d'une société immense. Pendant que certains s'offrent des restaurants luxueux, d'autres dépendent de la rue pour se nourrir. Et cet écart entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté ne s'arrête pas au marché, il suffit parfois de parcourir quelques centaines de mètres pour le voir de ses propres yeux. Il suffit parfois de traverser une rue pour passer d'un monde à un autre. Dans certaines grandes villes, les immeubles modernes et les voitures de luxe côtoient des restaurants où un seul repas coûte plusieurs fois le revenu quotidien d'un travailleur pauvre. À quelques minutes de la habitation précaire, accès limité à l'eau, ressources extrêmement faibles. La richesse et la pauvreté ne vivent pas toujours dans des mondes séparés. Minbé en est l'illustration la plus frappante. La ville abrite des quartiers d'affaires modernes, des hôtels luxueux et certaines des plus grandes fortunes du pays, mais elle compte aussi de vastes quartiers populaires où les familles entières doivent composer avec quelques mètres carrés et des équipements parfois insuffisants. Comment une économie qui produit autant de richesses peut-elle encore laisser autant de personnes dans des conditions difficiles? La réponse n'est pas simple. L'Inde connaît depuis plusieurs décennies une transformation économique spectaculaire. Les grandes villes attirent les entreprises, les investissements et les emplois qualifiés, et les secteurs de la technologie, de l'industrie et des services ont permis à une partie de la population d'améliorer nettement son niveau de vie. Mais cette croissance ne bénéficie pas de la même manière à tout le monde. Des millions de personnes travaillent encore dans l'économie informelle, petit commerce, marché, construction, transport, travail domestique avec des revenus irréguliers et peu de protection sociale. Et quand les revenus sont faibles, l'accès au logement, à l'eau ou à l'éducation devient encore plus difficile à obtenir. C'est ainsi que se développent les quartiers les plus densément peuplés du pays, où les maisons sont souvent construites les unes contre les autres et les ruelles restent étroites. Malgré ces infrastructures précaires, ce ne sont pas de simples lieux de pauvreté. Ce sont aussi des lieux de travail, de commerce et de solidarité, où des ateliers fonctionnent dans de petites pièces et où des milliers de personnes développent chaque jour une activité économique, de véritables microcosmes qui participent aussi à l'économie des grandes villes. La pauvreté en Inde n'est donc pas qu'une absence d'argent. Elle est liée à l'accès au logement, à l'éducation, aux opportunités. Un enfant qui grandit dans un quartier défavorisé ne part pas avec les mêmes chances qu'un enfant issu d'une famille riche. Certains parviennent malgré tout à franchir ces barrières et deviennent ingénieurs ou médecins. L'ascension sociale existe, mais elle reste loin d'être accessible à tous. Et c'est ici qu'un autre élément fondamental entre en scène, la naissance. Car pendant longtemps, l'origine sociale et la caste ont fortement influencé la place d'une personne dans la société. Pour comprendre pourquoi certains Indiens ont plus de mal que d'autres à changer leur destin, il faut aller au-delà de la pauvreté et s'intéresser au système des castes. Imaginez découvrir, dès votre naissance, que votre nom et votre communauté peuvent influencer la manière dont la société vous considère, les personnes que vous pouvez épouser et les opportunités qui s'offrent à vous. Pendant des siècles, la société hindoue a été organisée autour d'une hiérarchie où la naissance occupait une place centrale. Les brahmanes liés au savoir, les kshatriyas au pouvoir, les vaishyas au commerce, les shudras aux fonctions de service. Au-delà se trouvaient ceux que l'on appelait autrefois les intouchables, aujourd'hui désignés Dali, placés hors de cette hiérarchie et historiquement soumis aux discriminations les plus sévères. Aujourd'hui, la situation juridique a profondément changé. La constitution indienne interdit la discrimination fondée sur la caste, et l'État a mis en place différentes mesures destinées à favoriser l'accès des groupes historiquement défavorisés à l'éducation, à l'emploi et à la représentation politique. Mais une loi peut-elle réellement effacer des siècles de tradition? Dans certaines régions, ces discriminations persistent, notamment dans les mariages, les relations sociales et l'accès à certaines ressources. Le mariage en est un exemple révélateur. Même à l'époque des applications de rencontres, de nombreuses familles continuent d'accorder une grande importance à la caste lorsqu'il s'agit de choisir un conjoint, et défier ces règles peut entraîner conflits familiaux, rejet social, voire violence dans les cas les plus graves. La caste peut aussi être liée au travail et au statut social. Certaines professions considérées historiquement comme impures restent associées aux communautés les plus marginalisées. Parmi elles se trouve le nettoyage manuel des déchets humains, une pratique officiellement interdite par la loi indienne mais qui a persisté sous différentes formes. Des travailleurs sont ainsi contraints de nettoyer égouts, fosses ou toilettes dans des conditions dangereuses, parfois sans équipement de protection.
Un pays qui se modernise à grande vitesse peut donc encore être confronté à des pratiques héritées d'une histoire très ancienne. Il serait toutefois faux de présenter les castes comme un système figé. Dans les grandes villes, l'éducation et l'urbanisation ont permis à de nombreuses personnes défavorisées de devenir médecins, ingénieurs ou responsables politiques. L'Inde a changé, mais dans certaines zones rurales, les anciennes hiérarchies gardent une influence importante. Et lorsqu'une société associe pendant des générations le statut social à la naissance, cela touche aussi profondément les femmes. Leur mariage, leur liberté, leur sécurité. Pour comprendre une autre facette du côté sombre de l'Inde, il faut maintenant s'intéresser à celles qui vivent au cœur de ces contradictions. En Inde, être une femme peut signifier vivre au cœur d'un paradoxe. Dans les temples, la féminité est célébrée à travers de nombreuses déesses. Mais dans la vie quotidienne, certaines femmes font encore face à des traditions, des violences et des pressions sociales qui limitent leur liberté. Dans de nombreuses communautés, les décisions importantes de la vie d'une jeune femme, études, travail, choix du conjoint restent fortement influencées par ses parents. Le mariage y représente l'union de deux familles, ce qui peut pousser certaines jeunes femmes à accepter une union choisie par leurs proches, parfois au détriment de leurs propres aspirations. L'une des difficultés les plus préoccupantes concerne la sécurité. Dans certaines villes et certains espaces publics, des femmes peuvent être confrontées au harcèlement, aux commentaires déplacés ou à des comportements intimidants, ce qui peut rendre les déplacements seuls, l'usage des transports ou les retours tardifs une source d'inquiétude permanente. Derrière ces situations se trouve un problème plus profond. Celui des violences faites aux femmes, agressions sexuelles, violences conjugales, mariages forcés ou précoces dont l'ampleur varie considérablement selon les régions et les milieux sociaux. Il serait toutefois réducteur de présenter les femmes indiennes uniquement comme des victimes. Une autre Inde existe, où des millions de femmes étudient, dirigent des entreprises, deviennent médecins ou responsables politiques, portés par un accès croissant à l'éducation et au travail. Le tableau est saisissant, une société où certaines traditions pèsent encore lourdement, mais où une nouvelle génération choisit de plus en plus son propre avenir. Une jeune femme qui veut étudier, travailler ou choisir son partenaire peut se heurter aux attentes de sa famille ou de sa communauté, surtout en zone rurale, où l'accès à l'éducation reste plus limité. Pourtant, les choses évoluent. De plus en plus de femmes entrent dans les universités, créent leurs entreprises et utilisent les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Elles ne veulent plus seulement subir les règles de la société, elles veulent participer à la définition de leur propre avenir. Mais cette réalité ne se limite pas aux familles. Elle se trouve aussi dans l'environnement où des centaines de millions d'Indiens vivent chaque jour. Car il reste un problème qui touche tout le monde, sans distinction de richesse ou de statut, l'air que l'on respire. Dans certaines grandes villes indiennes, notamment à Delhi, la pollution atmosphérique est devenue un problème majeur. Un épais brouillard chargé de particules recouvre régulièrement la ville, réduit la visibilité et transforme le ciel en une immense couche grise. Le phénomène est particulièrement visible en hiver dans le nord du pays, lorsque les conditions météorologiques empêchent les polluants de se disperser, formant ce que l'on appelle le smog. Pour les habitants, cela signifie une chose simple: respirer devient plus difficile. Écoles restreintes, activités extérieures évitées, masques devenus quotidiens, comment une ville peut-elle continuer à fonctionner lorsque l'environnement devient lui-même une menace pour la santé? La pollution ne vient pourtant pas d'une seule source. Les millions de véhicules qui circulent chaque jour jouent un rôle important, mais ce ne sont qu'une partie de l'équation. Industrie, centrales électriques, travaux de construction, poussières urbaines et certaines pratiques agricoles contribuent aussi à dégrader la qualité de l'air. Réduire la pollution signifie donc limiter certaines activités économiques dont des millions de personnes dépendent pour vivre, un véritable dilemme entre développement et santé publique. Le problème ne s'arrête d'ailleurs pas à l'air. La gestion des déchets et des eaux usées reste un défi de taille, comme l'illustre le fleuve Yamuna à Delhi, fortement affecté par les rejets humains malgré son rôle essentiel pour la région. Pourtant, tout n'est pas sombre. Le pays développe progressivement les transports collectifs, investit dans les énergies renouvelables et met en place des programmes destinés à améliorer l'assainissement et la gestion des déchets. Le métro de Delhi en est un bon exemple, en offrant une alternative aux déplacements en voiture et en réduisant la pression exercée sur les routes. Les transports collectifs contribuent à rendre les villes plus respirables. Mais même les meilleures infrastructures ne résoudront qu'une partie du problème, car l'Inde est confrontée à une réalité démographique exceptionnelle. Des centaines de millions de jeunes arrivent sur le marché du travail.
Si cette jeunesse nombreuse trouve emploi et opportunités, elle pourrait devenir l'une des plus grandes forces économiques du pays. Sinon, elle pourrait se retrouver confrontée au chômage et à une frustration croissante. L'Inde possède une force que beaucoup de pays vieillissants pourraient lui envier. Une population extrêmement jeune, avec des centaines de millions d'Indiens de moins de 30 ans. Sur le papier, c'est l'un des plus grands avantages du pays. Mais encore faut-il que cette jeunesse trouve sa place dans une économie capable de lui offrir assez d'opportunités. Pour certains, le rêve devient réalité. L'Inde possède aujourd'hui un secteur technologique puissant, des entreprises internationales, des universités prestigieuses et un écosystème de start-up qui attire les jeunes talents. Dans les grandes villes, une nouvelle génération travaille dans l'informatique, la finance, le commerce en ligne et les nouvelles technologies. Mais cette image ne représente qu'une partie de la jeunesse indienne. Pour des millions d'autres, l'accès à un emploi stable reste beaucoup plus difficile. Certains travaillent dans le secteur informel, d'autres enchaînent les petits emplois ou dépendent de revenus irréguliers, et dans les zones rurales, les possibilités peuvent être encore plus limitées. Une population aussi gigantesque crée une force de travail considérable, mais elle crée aussi une responsabilité tout aussi grande. Il faut construire suffisamment d'écoles, former suffisamment de travailleurs, créer suffisamment d'emplois et développer suffisamment d'équipements pour accompagner cette génération. Quand ces éléments ne suivent pas, les conséquences peuvent être lourdes. Un jeune qui passe des années à étudier sans trouver l'emploi qu'il espérait peut perdre confiance dans son avenir. Cette jeunesse reste pourtant l'une des plus connectées de l'histoire du pays. Un étudiant vivant dans une petite ville peut aujourd'hui suivre des cours en ligne ou travailler avec des clients à l'autre bout du monde, une révolution numérique qui ouvre des possibilités inimaginables pour les générations précédentes. Mais elle crée aussi de nouvelles frustrations. Sur les réseaux sociaux, les jeunes sont constamment exposés à des images de réussite qu'ils ne vivent pas toujours eux-mêmes. Et pourtant, derrière ces difficultés se trouve peut-être l'une des plus grandes opportunités de l'Inde. Si cette génération considérable bénéficie d'une bonne éducation et d'un environnement économique favorable, elle pourrait transformer profondément le pays. Sinon, la situation pourrait devenir un problème non plus seulement économique, mais social. C'est pourquoi les prochaines années seront déterminantes. Après avoir parcouru les rues surchargées, découvert les profonds écarts entre richesse et pauvreté, le poids des castes, les difficultés des femmes, la pollution et les défis de la jeunesse, une question devient inévitable. L'Inde est-elle condamnée à vivre avec ses contradictions, ou peut-elle réellement les surmonter? La réponse n'est pas simple. Car malgré les difficultés, l'Inde change à une vitesse impressionnante. Le métro de Delhi transporte aujourd'hui des millions de passagers, offrant une alternative à une circulation devenue extrêmement difficile. Le pays accélère aussi son développement solaire et éolien, et le gouvernement a lancé des programmes qui ont permis de construire des dizaines de millions de toilettes ces dernières années. Ces progrès montrent une chose essentielle, l'Inde n'est pas figée. Mais chaque avancée révèle aussi l'ampleur du défi. Construire des équipements dans une petite ville est une chose, répondre aux besoins de plus d'1 milliard d'habitants en est une autre. C'est là le plus grand défi du pays, la vitesse de son développement doit dépasser la vitesse de croissance de ses besoins. L'Inde doit donc avancer sur plusieurs fronts à la fois. Développer son économie tout en réduisant les inégalités, moderniser ses villes sans abandonner les plus pauvres, et créer des opportunités pour une jeunesse qui représente l'une de ses plus grandes forces. Le défi est immense, mais l'opportunité l'est tout autant. L'Inde n'est donc ni le paradis fascinant des cartes postales, ni l'enfer de certaines représentations sensationnalistes. C'est un pays de plus d'1 milliard de destins, où les contradictions sont partout visibles, mais où les changements le sont aussi. Et si l'Inde parvient à résoudre une partie de ces contradictions, son influence dépassera largement ses frontières car son avenir pourrait contribuer à façonner celui du monde entier. Après avoir parcouru les rues de l'Inde, découvert ses contrastes, le poids des traditions, la pollution et les défis de sa jeunesse, une chose devient évidente. L'Inde ne peut pas être résumée en une seule image. C'est une nation immense, complexe et profondément contradictoire, où la modernité avance aux côtés de problèmes qui n'ont pas encore disparu. Car derrière les chiffres, les gratte-ciel, les bidonvilles, les traditions et les technologies, il y a surtout plus d'1 milliard de personnes qui cherchent, chacune à leur manière, à construire leur avenir. Alors, l'Inde deviendra-t-elle l'une des grandes puissances qui façonneront le XXIe siècle,
Ou ces profondes contradictions finiront-elles par ralentir son ascension? Personne ne peut encore le dire. Mais une chose est certaine, comprendre l'Inde, c'est comprendre une partie du monde de demain. Si ce documentaire vous a permis de découvrir une autre facette de ce pays, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à Orion Doc pour plus de documentaires immersifs sur les réalités qui façonnent notre monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau pays et une nouvelle réalité à découvrir.